Bien, chers collègues, comme je le disais, nous avons à l'examen de notre commission l'examen de la proposition de résolution Calvin Soares Njal, Madame Soutkin Houssen, Madame Sab, Madame Hadjik, Madame Bomele, Monsieur Van Engel, relative à la décolonisation structurelle et inclusive de l'espace public bruxellois. Document 192/1. Nous examinons aussi la proposition de résolution de Mesdames Kazadi, Lefranc, Monsieur Compagnie, Monsieur Mampaka Mankamba, Monsieur Debequelard, Madame Frémaux, Madame Debatz et Madame Austrate, concernant la mise en place d'un dialogue inclusif relatif à une histoire et une mémoire coloniale assumée. Document A197/1. Nous devons d'abord désigner un rapporteur. Quelqu'un doit être membre de la commission et il ne peut pas être un des auteurs. Oui. Madame El Yousfi. Madame Hadjik, vous proposez Madame El Yousfi. Madame El Yousfi est désignée en qualité de rapporteuse ou rapporteur. Rapporteuse. Alors, je cède immédiatement la parole à Monsieur Calvin Soares Njal comme premier signataire de la première résolution, et puis je céderai, après votre intervention, maximum 10 minutes, je céderai la parole à Madame Kazadi pour l'exposé de sa proposition de résolution. Monsieur Calvin Soares, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'aimerais tout d'abord avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont porté cette lutte depuis des années et des années, mais aussi avoir une pensée d'abord pour nos aînés ici, qui ont, je vais dire, marqué une résistance contre le racisme et qui nous ont permis à nous, les générations suivantes, de porter cette lutte, que l'on soit dans l'opposition ou dans la majorité. Et je veux saluer ici nos aînés dans l'opposition qui ont aussi, je vais dire, dans leur histoire personnelle, porté des combats qui nous ont permis et qui ont balisé le chemin que nous avons eu, je pense, à tous nos alliés, à toutes les alliés que nous avons eus durant ce combat depuis des années. Une société dans laquelle la pensée se sclérose est une société qui se meurt. C'est l'esprit qui a été celui de la majorité que je veux remercier. Merci au parti de la majorité, aux collègues avec qui j'ai travaillé et aux partis d'opposition, notamment aux personnes avec qui nous avons eu des discussions constructives durant toute la préparation de ce texte. Je cite mes collègues Soutkin Houssen, Nicole Bomele, Leila Hadjik, Hilde Sab, Guy Van Engel et toutes les équipes qui ont travaillé autour de ce texte. L'honneur d'une société démocratique est de pouvoir en permanence se remettre en cause. Regarder le passé avec lucidité et franchise dans le présent pour mieux construire l'avenir. Ce texte que nous présentons aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective. Il s'inscrit également dans une volonté de traiter avec toute la complexité qu'il requiert un sujet qui compte pour près d'un siècle d'histoire dans la configuration historique que notre pays a connue. Notre approche est ouverte, inclusive et rassembleuse, d'où notre démarche, il y a quelques semaines, d'aller vers les partis d'opposition avec le texte afin de permettre une co-signature et une discussion constructive. Nous restons encore aujourd'hui dans cet esprit pour les partis qui souhaitent co-signer le texte. Donc je précise que nous avons toujours la main ouverte vers l'opposition et vers celles et ceux qui souhaitent co-signer le texte. Monsieur le Président, le sort a voulu que ce soit dans cette même commission qu'il y a quelques mois, je défende l'idée que les partis de la majorité ont opéré un véritable changement de paradigme sur les questions sociétales, notamment la lutte pour une société plus inclusive, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, contre l'homophobie, la romaphobie, toutes les formes de haine, l'islamophobie, le soutien important à la cause féministe, aux droits des LGBTQIA+. Mais le changement de paradigme le plus important, Monsieur le Président, chers collègues, se situe dans la volonté des partis de la majorité d'aller extirper ces mots de notre société à la racine. L'une des sources les plus importantes du racisme est l'idéologie d'hiérarchisation des humains en fonction de leur supposée race qui nous vient de la colonisation. L'introduction de la nécessité d'un travail de fond sur la mémoire coloniale, il y a un an, lors des négociations gouvernementales, est une première historique dans notre pays. Jamais
je dis bien jamais, des partis négociant un accord de gouvernement n'avaient intégré cette question dans une déclaration de politique régionale. Les écologistes y tenaient particulièrement. Il y a un an, au moment de ces négociations, George Floyd vivait encore. Il y a quelques mois, lorsque des députés de la majorité posaient des questions et des interpellations au gouvernement pour faire avancer le débat, George Floyd vivait encore. Et lorsque le ministre-président a répondu à des questions en laissant la main au Parlement en premier sur cette question, George Floyd vivait encore. Enfin, lorsque la première mouture de ce texte fut rédigée le 18 février et que nous avons commencé à travailler en majorité, on était loin de la secousse internationale que nous avons connue. Si la mort atroce de ces citoyens noirs américains a été un véritable révélateur et détonateur de profonds stigmates pour certains, il faut dire que pour d'autres personnes, cela n'a pas été une surprise. C'est le cas notamment pour les acteurs de terrain, les associations, les expertes et experts dont je salue le travail, mais aussi les victimes des conséquences de la propagande coloniale elle-même, à qui je pense fortement aujourd'hui. Les partis de la majorité ont donc eu la clairvoyance de commencer à implémenter politiquement les demandes venant des acteurs de terrain depuis plus d'une dizaine d'années. Les tensions exprimées ces dernières semaines dans la société sont le résultat direct du retard qui a été pris en raison du désintérêt sur cette question d'une part et du déni colonial profond dans lequel notre société s'est enfermée. Je remercie le gouvernement qui a pris la décision de laisser la main au Parlement. En effet, cela nous a permis, en tant que parlementaires, de labourer le terrain, ce qui est nécessaire pour un sujet qui est traité politiquement en profondeur pour la première fois au niveau régional. L'annonce de l'existence même de ce texte a ouvert un débat accentué par l'effet George Floyd, certes, mais c'est toute la société qui s'en est emparée, des enfants de 12 ans jusqu'aux grands-parents de 90 ans. C'est cela aussi la vivacité d'une société démocratique. En rédigeant ce texte et en proposant ces recommandations au gouvernement avec mes collègues de la majorité, nous dépassons la simple question de savoir s'il faut déboulonner des statuts ou pas. D'ailleurs, dans notre patrimoine issu de la colonisation, il y a plus que des statuts. L'objectif de cette résolution ne s'inscrit guère dans la question caricaturale de savoir s'il faut tout raser ou pas. La question la plus importante qui nous a animés est celle-ci. Quel est le traitement politique et sociétal le plus adéquat dont notre société bruxelloise, cosmopolite, a besoin pour améliorer le vivre ensemble, mais aussi renforcer l'identité bruxelloise chez nos concitoyennes et concitoyens. Le renforcement de l'identité bruxelloise dans tous les quartiers de notre ville et de notre région, un renforcement qui fait partie, je le rappelle, de la déclaration de politique régionale. La propagande coloniale, y compris dans l'espace public, était un choix politique assumé qui a encore aujourd'hui des impacts négatifs dans notre société. Plusieurs enquêtes et recherches internationales, mais aussi belges, le montrent très clairement. Le dispositif que nous proposons répond aux exigences pour lutter efficacement contre le racisme, les préjugés, les stéréotypes, les discriminations, les représentations négatives, les problèmes identitaires que nous ont révélés des enquêtes d'UNIA et de la Fondation Roi-Baudouin. C'est notre boussole importante pour ce texte. Il répond à la complexité du problème et place au cœur de sa réalisation la participation citoyenne. Comme je l'ai dit, des petits-enfants de 12 ans jusqu'aux grands-parents de 90 ans, toute la société a débattu de ce texte, mais aussi de tous les sujets qui y étaient liés. Comme en Allemagne, dans les quartiers, dans les communes, à la région, les citoyennes et citoyens doivent être impliqués dans les débats que ce travail de mémoire va induire. C'est aussi pour cela que cette résolution propose un groupe de pilotage où la société civile sera au cœur du travail. La première proposition que nous faisons, c'est une contextualisation, c'est une nécessité, mais la forme de sa réalisation est importante, car elle doit dépasser l'idée de petites plaquettes que peu de gens verraient à part les spécialistes. Sa forme doit donner confiance et ne pas induire dans la population l'idée que nous voulons éluder le problème. C'est pour cela que nous croyons également dans l'intelligence de nos artistes pour participer à ce processus. Les créations et transformations artistiques seront un outil essentiel. Ce travail artistique peut embellir d'ailleurs notre ville.
Décoloniser notre espace public, c'est aussi travailler sur la pluralité des mémoires. Il faut plus d'œuvres en hommage aux résistantes et résistants de la colonisation et surtout une grande place faite aux femmes. Je vais vite, Monsieur le Président. Nous proposons également de réfléchir à la quantification. On a mis la propagande coloniale dans notre espace public sur un piédestal. Est-ce qu'il faut réfléchir à diminuer? On ne peut pas tout raser, mais est-ce qu'il faut réfléchir à diminuer et à descendre de ce piédestal cette propagande coloniale? Nous pensons que oui. L'espace public est un outil pédagogique. Les enseignants l'utilisent déjà comme un outil pédagogique. Nous devons les renforcer. Nous devons renforcer les associations à travers les outils extrascolaires. Et nous demandons au gouvernement d'intervenir auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, auprès de la communauté flamande, mais aussi auprès des commissions communautaires pour que des outils soient mis en place afin que l'espace public devienne un outil véritablement pédagogique. Enfin, Monsieur le Président, chers collègues, n'oublions pas nos communes. Elles ont déjà commencé un véritable travail. Il faut une concertation entre la région et les communes pour qu'il y ait une cohérence au niveau de ce travail de mémoire. Nous devons être à la hauteur du soulèvement des consciences qui a lieu dans notre société sur ces questions. Cette étape est la première. Nous devons être à la hauteur de cette histoire qui a déshumanisé les gens au niveau humain, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et aujourd'hui, nous devons aller plus loin dans la réflexion, mais aussi dans l'implémentation. Et c'est cela que le Parlement va faire. Et je suis heureux que nous puissions avoir ce débat aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Soares. Alors, je cède immédiatement la parole à Madame Kazadi pour la présentation de la proposition de résolution signée par elle-même et ses coreligionnaires. Vous avez la parole, Madame Kazadi, pour à peu près 10-15 minutes. Donc, pas besoin de moi, ça va aller. Je vous remercie. Donc, chers collègues, nous saluons la proposition de la majorité et reconnaissons d'emblée l'importance de parler décolonisation et patrimoine. Cependant, nous déplorons qu'il n'ait pas été discuté avec tous les partis démocratiques. De notre côté, pour le CDH, dès que nous avons eu connaissance du texte, nous avons pris l'initiative de rencontrer la majorité et demander une réunion afin de travailler ensemble. Mais cela nous a été refusé. En entendant les crispations autour de ce texte au sein de la majorité, nous avons alors voulu travailler sur une proposition qui est selon nous beaucoup plus englobante. En effet, dès lecture de ce texte, il nous a apparu évident que travailler uniquement sur les statuts et le patrimoine colonial était trop restrictif. S'il est nécessaire et légitime de débattre de la place des statuts, il nous semblait primordial de l'appréhender dans un débat beaucoup plus large, tout simplement parce que l'enjeu est lui-même beaucoup plus large. Alors, outre le manque de concertation et l'aspect trop restrictif de la proposition que j'ai évoquée, nous avons également soulevé quelques problèmes, et notamment le fait de nommer certaines associations qui travaillent sur la décolonisation et qui induit de facto l'exclusion de beaucoup d'autres. On ne peut prétendre à un travail participatif et inclusif en nommant d'emblée toutes les associations concernées dans une liste non exhaustive. Le fait de lister les associations est d'autant plus problématique lorsque la proposition demande de soutenir financièrement les initiatives associatives, scolaires et universitaires qui mettent en place des projets en rapport à la décolonisation de l'espace public. Enfin, une question nous titille. Dans votre dernière demande, comment pratiquement comptez-vous déterminer dates et modalités avec les communautés afrodescendantes en vous assurant d'avoir entendu l'entièreté des associations représentantes des afrodescendants et afrodescendantes? Face à ces problèmes, questionnements et en l'absence d'un accord malgré nos demandes pour un travail conjoint, nous avons alors travaillé sur une proposition beaucoup plus englobante et ouverte à toutes et tous. Vous le savez, je suis née ici, j'ai grandi en Belgique et je suis également d'origine congolaise. C'est donc tout naturellement que cette problématique m'atteint d'une manière particulière. Tout comme bon nombre de belgo-congolais, la double culture belge et congolaise constitue une force et une fierté. Et je pense qu'il est temps de faire coexister ces deux aspects, de réconcilier ces deux parties. 60 ans après l'indépendance du Congo, il est plus que temps pour la Belgique de travailler collectivement sur son passé colonial. Il y a eu quelques avancées, comme la commission parlementaire dans le cadre de l'assassinat de Patrice Lumumba, ou des excuses de la Belgique pour la ségrégation ciblée dont les Métis ont été victimes. Mais ces actions isolées et parcellaires sont très loin d'être suffisantes. Or, à nouveau, dans la proposition de la majorité, il nous semble que travailler uniquement sur le patrimoine colonial est trop restrictif.
La question nécessite d'être posée dans un contexte beaucoup plus large. Voilà pourquoi, plutôt que de mener des débats clivants, nous avons voulu une proposition plus ambitieuse et participative. Plusieurs études montrent en effet que le stéréotype dont souffrent nos concitoyens et concitoyennes afrodescendants et afrodescendantes sont directement liés au passé colonial de notre pays. Ces stéréotypes mènent toujours à des faits de discrimination et de racisme graves et importants. En 2019, UNIA a enregistré 951 signalements relatifs à des faits présumés de discrimination concernant une prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance ou encore l'origine. C'est à nouveau 10% de plus qu'en 2018, et ces chiffres sont en constante augmentation. UNIA montre qu'à diplôme égal, l'écart en termes d'emploi entre personnes d'origine belge et celles d'origine non européenne atteint 30% dans certains domaines d'études. Puisque ces discriminations sont en lien avec les stéréotypes issus, en ce qui concerne les afrodescendants et afrodescendantes, du passé colonial, il est plus que temps de lutter avec vigueur et fermeté contre ces discriminations et d'ouvrir la boîte de ce passé. Se focaliser uniquement sur les statues et autres monuments, c'est prendre le risque d'invisibiliser ce débat primordial sur une problématique bien plus large. D'autre part, la recherche montre également que notre passé colonial est une question complexe qui cristallise une multiplicité de points de vue et de souffrances. Or, un travail sur seul le patrimoine urbain ne peut englober et réconcilier ces points de vue. Voilà pourquoi nous demandons un travail beaucoup plus ambitieux et inclusif qui articule travail d'histoire et de mémoire. Au niveau de l'histoire, il est primordial de révéler les crimes dont la population congolaise a été victime et les conséquences de la domination coloniale dans toutes ses dimensions, pas seulement politiques et économiques, mais aussi culturelles et sociales. Il est également crucial de rendre compte des expériences africaines de contestation, de réappropriation et d'accommodement durant cette période. Au niveau mémoire, nous plaidons pour une mise en dialogue qui permet d'étendre et de reconnaître les différents points de vue, les différentes souffrances. Il est également nécessaire d'analyser et de reconnaître les implications de la Belgique dans la structuration et la diffusion des rôles sociaux et de représentation qui en découlent. La construction d'une mémoire collective partagée pourra aider à déconstruire les stéréotypes et les préjugés, dont notre société est encore malheureusement pétrie. Le fait de définir, assumer, puis transmettre cette mémoire collective est la condition pour une diversité inclusive et un vivre ensemble réussi. Vous le comprenez, c'est un sujet fondamental pour tous les citoyens, et particulièrement à Bruxelles, deuxième ville la plus cosmopolite du monde avec ses 184 nationalités. C'est une proposition rassembleuse et inclusive. Il serait dommage de ne pas la prendre en considération à cause d'un jeu de majorité-opposition. D'autant que plusieurs personnalités politiques, de la majorité comme de l'opposition, se sont exprimées à d'autres niveaux de pouvoir, ainsi que sur les médias, en faveur d'une telle démarche. Il est grand temps de regarder l'histoire en face, dans un objectif d'apaisement et de respect mutuel. Ce texte est une occasion d'avancer ensemble. Il est temps de transcender la politique. Congolais et Belges, nous avons un passé commun. Assumons-le et tournons-nous ensemble vers notre avenir afin de le construire. Je vous remercie. Merci Madame Kazadi. Voilà, chers collègues, je déclare la discussion générale ouverte. Y a-t-il des collègues qui souhaitent intervenir? Je vois déjà Monsieur Van Guatsenhoven, Madame Adjik, Madame Houssen, Madame Bomele, évidemment. Je suis désolé, vous êtes face à moi, je vais regarder à droite et à gauche. Il y a Madame Ostrat, Monsieur Obolensky. Voilà, on commence déjà le premier tour. Et donc, c'est Monsieur Van Guatsenhoven. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le débat qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans des revendications légitimes visant à une juste réappropriation de notre histoire coloniale. Cette histoire n'est pas celle de la Belgique d'une part et celle de la République démocratique du Congo de l'autre. Il s'agit bien de l'histoire commune de nos deux pays. Si plusieurs incertitudes historiques demeurent, l'ensemble des archives du roi Léopold II au Palais Royal de Bruxelles comme au Musée Royal d'Afrique centrale, l'Africa Museum, comme on le dit aujourd'hui, n'ayant notamment pas encore été intégralement dépouillé, un consensus historique assez large existe désormais sur toute une série de questions. De manière générale, les positions des historiens se sont aujourd'hui rapprochées pour aboutir à un consensus assez large sur la situation à l'époque coloniale, et notamment sur le fait que ce régime se basait sur la domination et l'exploitation des populations autochtones.
Les ordres de rentabilité que le roi formulait ont manifestement favorisé des exactions et les violences envers les populations locales. C'est en ce sens qu'il convient d'appréhender les responsabilités personnelles de Léopold II, marquées par ce paradoxe entre une volonté affichée d'une œuvre présentée comme civilisationnelle et l'objectif non moins manifeste de recherche de profit à tout prix. Les revendications visant à revisiter parfois radicalement le passé de notre pays sont à analyser dans un contexte plus global de discrimination. Le parallèle entre le passé colonial belge et les discriminations dont sont actuellement victimes les personnes afrodescendantes est désormais placé par certains comme un élément fondateur du travail mémoriel qui devra être entrepris. Mon groupe politique estime à cet égard indispensable de mener un débat objectif et neutre. Prenant acte de ces différents constats, il apparaît que l'établissement d'un devoir de mémoire relève désormais de la responsabilité politique. Il convient donc de mettre en place différents outils pédagogiques permettant d'une part de récolter les témoignages anciens, d'anciennes personnes colonisées, d'anciens colons, afin d'éviter de perdre cette mémoire vivante avant que la dernière génération ayant connu cette période ne disparaisse, et d'autre part d'entamer un travail approfondi de transmission du savoir apte à définir à réunir l'ensemble du peuple belge autour de cet héritage commun. Comme vous le savez, chers collègues, c'est dans cette optique que le Parlement fédéral a récemment décidé de créer une commission ad hoc dont le but est de débattre sereinement des éventuelles responsabilités du roi Léopold II et de l'État belge, plus largement dans différents événements violents survenus durant la période coloniale. Les parlementaires seront ainsi entourés d'une série d'historiens spécialistes de cette période afin de leur permettre d'analyser les responsabilités exactes dans les violences qui ont jalonné l'entreprise coloniale. La logique de réconciliation nationale qui est sous-tendue par la mise sur pied de cette commission fédérale avait d'ailleurs été poursuivie par le passé. Un premier pas avait été franchi lorsque Louis Michel, alors vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, avait présenté ses excuses en 2002 au peuple congolais pour le rôle de la Belgique dans la mort de Patrice Lumumba. Un second pas vers la réconciliation avait été ensuite fait lors d'un colloque organisé au Sénat en 2017 sur la question des Métis, issus de la colonisation belge en Afrique. Dans les différentes conclusions, il a été notamment annoncé que ce Parlement, je cite, « cette caisse de résonance des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux ne pouvait rester insonore face à notre vécu. Il ne pouvait rester insensible et encore moins passif face à des situations en contradiction avec les valeurs qu'il promeut. » Dans cette juste prolongation de ce travail, des excuses avaient ensuite été formulées par Charles Michel en 2019. Afin d'entreprendre un travail cohérent sur la mémoire coloniale de notre pays, nous pensons qu'il serait judicieux qu'une réelle coordination opère entre les travaux qui vont être entamés au niveau fédéral et ceux entrepris par les différentes entités fédérées. Je rappellerai à cette fin que la Commission des relations extérieures de la Chambre a formellement approuvé le principe d'installation d'une commission dédiée à cette question, mais qu'à ce stade, ni le nom ni la forme de cette commission n'ont été arrêtés. Une motion devra en principe être déposée en séance plénière de la Chambre ce jeudi. En parallèle, plusieurs propositions de résolution ont été déposées au Sénat, mais aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles travaille évidemment, enfin le Parlement travaille également sur cette question. En ce sens, mon groupe politique s'interroge sur l'opportunité d'avancer à marche forcée au niveau régional alors que l'amorce d'un dialogue constructif et éclairé est en train de voir le jour au niveau fédéral. Ce travail autour de la mise en place d'une commission dont le nom doit encore être choisi. Cette démarche est d'ailleurs soutenue par les mêmes partis que ceux qui composent la majorité bruxelloise, raison pour laquelle entamer un travail similaire à la région nous paraît relativement peu cohérent. La proposition qui est présentée par la majorité bruxelloise prévoit de mettre sur pied un groupe de pilotage qui serait chargé de formuler des propositions sans exclusive à propos de la place et du traitement des vestiges coloniaux à Bruxelles. Mon groupe politique se permet d'exposer ses réserves quant à l'intérêt que représenterait la mise sur pied d'un pareil dispositif sans même attendre l'orientation qui sera prise au niveau fédéral. En outre, la duplication des coûts engendrés par ces travaux peut aussi évidemment être examinée.
À ces éléments de calendrier et de méthode s'ajoutent dans les deux propositions qui nous sont présentées certaines incertitudes concernant l'objectif exact poursuivi au regard des compétences de la région. Ainsi, la proposition de la majorité demande de financer un certain nombre de projets scientifiques, associatifs et universitaires en lien avec, je cite, la décolonisation de l'espace public, de l'art, de la culture, de l'histoire et de l'enseignement. Il va falloir conclure. Voilà. Et donc, en résumé, Monsieur le Président, nous souhaiterions effectivement pouvoir travailler à la fois de façon cohérente et regroupée, à la fois autour évidemment des questions mémorielles qui sont aujourd'hui appréhendées par la Chambre et qui sont mises en lumière par nos collègues du CDH, par les questions évidemment patrimoniales qui sont inscrites dans la proposition de nos collègues de la majorité, les statuts, etc., les espaces publics. Et il nous semble intéressant que cette vaste et complexe question puisse être appréhendée par un groupe de travail afin effectivement que nous puissions faire un travail assez semblable que celui qui avait été fait en faveur des métiers et de la question de la restitution. Je pense que le travail, son ampleur et comment pourrais-je dire, ses conséquences le méritent amplement. Je vous remercie. Merci Monsieur Van Guatsenoven. Monsieur Obolensky et puis ensuite Madame Bomele. Oui, mais ce n'est pas le rythme. On essaye de faire un peu, tu vois, comme il y a eu deux... C'est combien de temps, Monsieur le Président? Max 5 minutes. 5 minutes, ok. Max. Vous me dites, hein. Rassurez-vous, je vous le dirai. Tu veux intervenir? Merci, Monsieur le Président. Le 30 juin 1960, après une longue lutte de résistance face au colonialisme, le peuple congolais arrache l'indépendance à l'État belge. Patrice Lumumba est Premier ministre et il sera bientôt assassiné par des mercenaires katangais avec la complicité de l'État belge. On fête aujourd'hui l'indépendance du Congo, mais les enjeux sont contemporains et nous concernent tous. Certains de mes collègues l'ont rappelé. Prédation des multinationales au Congo, lutte contre le racisme anti-noir, décolonisation de l'espace public, dont on parle aussi ici aujourd'hui, question de restitution, actualisation des manuels scolaires, et j'en passe, les défis restent immenses. Le moment symbolique est donc important et on le salue. Comme on l'a déjà dit lors de la présentation du programme de la majorité il y a un an, on soutiendra ce qui est positif et concernant la lutte contre les discriminations, le volet décolonial est indéniablement positif. Cette résolution sur la décolonisation structurelle et inclusive de l'espace public est un premier pas important symboliquement et on n'a jamais été aussi loin en Belgique au niveau des parlements sur ces questions. Donc aucune hésitation de notre part, on soutient et on co-signe, j'insiste, on co-signe la résolution. 3 bémols toutefois, et puis pour finir 2 remarques sur notre vision décoloniale large. Donc jusqu'à preuve du contraire, cela reste du papier sans implication pratique dans le réel, donc on sera attentif, comme d'habitude, à ce que les bonnes intentions se matérialisent, car il y a peu de mesures concrètes encore, je trouve, dans la résolution, même si l'esprit est là et est excellent. Et il y a déjà beaucoup de résistance, évidemment, contre ce qui est dit dans la résolution, donc pas de naïveté de notre part, il faut encore que ça se concrétise. Ensuite, avec le PTB, on le martèle à chaque fois et sur tous les domaines, on va insister sur l'importance de la lutte sur le terrain, comme l'a rappelé mon collègue Suarez, lutte sans laquelle rien n'eût été possible. Il y a eu un mouvement à la base depuis de longues années sur le terrain, notamment autour de l'enjeu de la première place Lumumba en Belgique. Un mouvement qui est très jeune sur les enjeux décoloniaux et qui pousse aussi la majorité dans le dos et, quelque part, nous oblige à concrétiser un petit peu tout ça. Un mouvement qui a connu une accélération récente depuis quelques semaines avec le mouvement mondial antiraciste parti de Minneapolis, après la mort de George Floyd, filmé en direct à la télévision, via les réseaux sociaux, contre les violences policières et le racisme structurel, qui s'est étendu dans les capitales du monde entier, et cette formidable jeunesse multiculturelle qui en a marre du vieux monde réactionnaire, et qui en Belgique s'est en partie coagulée autour des 60 ans de l'indépendance du Congo. Alors on a aussi des critiques sur la forme, et on va dire le fait qu'on a, à notre yeux, trop peu essayé d'impliquer l'opposition. On a reçu le texte un peu tard, on a eu je pense, une journée pour nous positionner, donc c'est un peu court, mais bon, voilà, on a quand même décidé de soutenir, c'est un aspect secondaire par rapport à l'avancée, donc on salue néanmoins la démarche. Encore 2-3 aspects, donc c'est important... Il vous reste 20 secondes. Ok, donc pour aller plus loin, on pense que c'est important de dépasser l'enjeu de l'espace public et de travailler aussi sur des aspects dont on parle peu, notamment la lutte contre le racisme par rapport à la négrophobie. Donc on a vu encore dans le monitoring socio-économique 2019 qu'il y a 4 fois plus de taux de chômage dans la population noire en Belgique, malgré le fait qu'elle soit très diplômée.
Et puis les questions fondamentales, et je vais terminer là-dessus, Monsieur le Président, sur la question cruciale sur laquelle on doit faire de l'éducation, qui s'est enrichi au Congo, et rien non plus sur le fait qu'en fait la colonisation, elle continue aujourd'hui sous une nouvelle forme qui est la forme décoloniale. Donc le lien, par exemple, avec la constitution du capital des nombreuses grosses fortunes belges. Rappelons que sur les 23 plus grosses fortunes belges, 11 se sont construites sur la colonisation au Congo. Je sais que vous n'aimez pas trop qu'on cite les noms ici, surtout quand il s'agit de familles puissantes, donc je ne vais pas tendre le bâton pour me battre, mais il y en a qui sont très proches de nous dans cet hémicycle. Moi, la seule chose, c'est... Rajoutez-moi 10 secondes parce que Mampaka m'a interrompu. Cette emprise occidentale sur le Congo, elle continue Monsieur aujourd'hui. Mampaka. Elle continue aujourd'hui. Il y a tout le réseau Forest, le réseau Fontinoy. Vous voyez, tous ceux qui tournent autour de celui qu'on appelait l'homme qui murmurait à l'oreille des riches et qui a été récompensé à la Commission européenne il n'y a pas longtemps. Allez, donc, là, vous êtes presque à une minute oui, de on soutient la résolution de la majorité, qui est un premier pas important, mais qui reste symbolique et qui est insuffisante au regard des enjeux contemporains. Monsieur Bolensky, vous présidez une commission. Le combat commission. continue, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie, Monsieur Bolensky. 6 minutes 11. On ne se rend pas compte quand on parle. Alors, il y a Madame Bomélé, puis Madame Hadjik, et puis Madame Souskinou, l'inverse. Vous choisissez ce qui vous... Non, vous êtes dedans, mais là, on va peut-être donner la parole aux femmes. Et puis... Voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur Compagnie aussi a... Merci Monsieur le Président. Je tiens d'abord à nous féliciter par rapport à ce travail que nous avons entamé depuis le 20 mars 2020, un travail de longue haleine dans lequel je tiens à féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées pour arriver à ce beau travail d'équipe, et c'est un moment vraiment historique. C'est vrai que dans la question de la colonisation et de la décolonisation, souvent ça revenait dans la sphère médiatique et dans la sphère politique. Mais bien sûr, on a eu cette occasion, triste occasion, avec la mort de George Floyd, tristement victime du racisme, ainsi que ce problème des monuments qui est arrivé avec la proposition des résolutions déposées par Écolo, que nous tous on a voulu co-signer et on a travaillé de longue haleine dessus, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'était un moment historique que nous avons pensé qu'il était très important d'intervenir à ce moment-ci. C'est vrai que nous, au niveau de mon groupe Défi, nous voulons maintenir le patrimoine. Il n'est pas question de vouloir déboulonner. Je pense à ce moment, la presse a mal compris, les personnes ont mal compris, ce n'est pas de vouloir déboulonner, parce qu'il y a un contexte, il faut contextualiser. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes, quand on a une contextualisation qui est mal faite, eh bien on sait que le racisme a ses origines à ce niveau-là. Et alors, on avait aussi parlé de l'espace public. Nous avons vu qu'à Bruxelles, l'espace public était vraiment fortement patriarcat. Alors voilà une occasion aussi de pouvoir donner l'avantage aux femmes qui ont lutté contre la colonisation justement en essayant de féminiser les espaces de rue. Par exemple, pour les nouvelles rues qu'on va donner, les nouveaux noms, on peut penser à ces femmes qui ont franchement milité. Et au niveau de mon groupe aussi, on voudrait qu'on puisse créer un mémorial des victimes de la colonisation. D'ailleurs, le ministre Bernard Clairfailly a suggéré la place du trône, et je trouve que c'est une très très bonne chose de suggérer la place du trône, parce qu'on sait que la place du trône, c'est dans ce quartier Léopold II, où Léopold II a construit ce quartier où beaucoup de familles riches, justement, ont conçu des maisons d'hôtes et des maisons de maîtres, et c'est vraiment symbolique. Et juste à côté de là aussi, il y a Matongué qui crée une liaison avec les deux histoires, et je trouve que c'est vraiment très important aussi. Mais je voudrais aussi rebondir par rapport à la discrimination, parce qu'on ne peut pas parler seulement de déboulonner, de parler de l'espace public, sans vraiment aller travailler dans le fond de la discrimination. Parce qu'il faut lutter contre la discrimination, parce que les personnalités d'origine afro-descendante et autres aussi sont victimes de la discrimination à l'embauche, de la discrimination à l'emploi. Et nos ministres Défi, M. Gossuin avait justement initié un plan de lutte contre la discrimination, et Bernard Clairfailly continue dans ce sens-là. Et je trouve qu'il est aussi important parce qu'au niveau fédéral, au niveau de notre parti, M. François Smet avait initié, justement, avait milité pour qu'on puisse mettre en place une commission spéciale sur la colonisation belge au Congo. Et voilà, nous y sommes, et on a pu s'imposer à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse respecter l'hiérarchie
dans le travail parlementaire. Pourquoi? Pour pouvoir être plus efficace, il faut que nous attendons la conclusion qui sera dégagée du travail qui aura lieu au niveau parlementaire. Et après cette conclusion-là, nous, on pourra maintenant se l'approprier au niveau régional pour pouvoir avoir un travail constructif et ne pas aller dans la cacophonie. Ça, c'est vraiment très, très important. Il faut vraiment respecter cette commission vérité et réconciliation au niveau fédéral. Et je vais peut-être terminer par cette petite note aussi. Je tiens à regretter un peu le petit chaos qu'il y a eu dans les réseaux sociaux. Mais bon, maintenant les choses se sont passées. Je regrette ce petit passage. Et voilà, l'essentiel qu'aujourd'hui nous arrivons à une journée historique, une journée magnifique. Et vraiment, pour moi, Madame Bobélé, il faut conclure. Là, vous avez largement dépassé. Merci. Alors, je cède à présent la parole à Madame Hadji. Juste avant de commencer, on a bien droit à 5 minutes parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le chrono. Merci. Ah, d'accord, ça va. C'est juste... Monsieur le Président, moi j'ai parlé 4 minutes 23 par exemple, c'est pas grave, mais c'est pas 6 minutes, c'est pas... si vous voulez, je vous remplace pour le chronomètre. Il y a les chiffres de la police et le chiffre des manifestants. Il se fait que moi, mon chrono, c'est Apple. Alors, je sais que vous avez un problème avec Apple, mais pas avec Facebook. Mais chaque fois, moi, je le mets et on duplique. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai un technicien qui est là, qui vérifie. Et quand il y a un blocage, j'ai le plan B. C'est exact, Monsieur le Président. J'ai beaucoup de respect pour la fonction qui est la vôtre, mais je pense que 75 ans de notre histoire commune valait mieux que 5 minutes, mais ce n'est qu'un point de vue d'historien. Voilà. Il arrive encore. Mais on est dans la discussion générale. La seule différence, M. Van Goetzenhoven, contrairement à d'autres assemblées où vous siégez, je pense par exemple à la communauté française, quand vous avez 15 groupes, et que chacun a X à un moment donné, ça fait beaucoup. Et en bureau élargi, on a décidé de la manière dont les choses se déroulent quand il y a des discussions comme celle-ci, notamment des résolutions. Maintenant, si vous voulez que chaque orateur ait un temps illimité, je n'ai aucun problème. Si vous souhaitez, je vous redonne dans un deuxième tour de parole. Vous voulez combien? 1 heure? On fait 1 heure par groupe, 15 groupes, 15 heures. D'accord? Et on passe la nuit ici, si vous le souhaitez, tellement c'est important pour moi. Je ne suis pas un farfelu de ce genre. Non, mais je ne voudrais pas que vous croyiez que... Sur une dimension d'un quart d'heure, mais bon, voilà, je me suis manifestement trompé. Voilà. Oui, je pense aussi. Alors, Madame Hadji, est-ce que vous souhaitez 5 minutes comme tout le monde ou vous en voulez plus? Non, c'est tout, c'était juste pour savoir si c'était bien 5 minutes. Alors, je vous donne la... Voilà, merci Monsieur le Président. Alors, je mets mon chrono, comme ça tout le monde vérifie que je mets également le mien, et je demande aux techniciens d'être attentifs, parce que ce genre de remarques, je ne les veux plus. D'accord? Merci. Vous avez la parole, Madame Hadji. Merci, Monsieur le Président. Ce 30 juin, la République démocratique du Congo a fêté les 60 ans de son indépendance, une histoire coloniale souvent mal connue et certainement méconnue. Elle est pourtant indissociable de ce que notre pays est aujourd'hui, de notre présent, de la représentation que nous avons de l'autre. Il n'y a qu'à arpenter Bruxelles pour constater l'omniprésence de ce passé. Les noms de rues ou des places, les boulevards, et puis il y a les statues, les monuments, les imposantes arcades du cinquantenaire, les serres du palais de Laeken, sans oublier le palais des colonies devenu le musée royal de l'Afrique centrale. Mais l'esprit de la colonisation n'est pas seulement inscrit dans la pierre, il l'est surtout au niveau des mentalités. Certains refusent de voir le lien entre le colonialisme et le problème social actuel du racisme et de la discrimination. Car oui, la déshumanisation associée à la colonisation engendre le racisme. Nous avons toutes et tous suivi les incidents racistes en 2018 au festival Pukkelpop, durant lequel des jeunes scouts scandaient un chant colonial « Coupons des mains, le Congo est à nous » face à 2 jeunes filles afrodescendantes, mais aussi l'agression meurtrière de Raphaël Mensa ou encore les cris d'alarme lancés par la journaliste Cécile Djunga face aux messages racistes qu'elle recevait par centaines. Dans le récent rapport d'UNIA, les faits de racisme constituent les cas les plus importants de discrimination et augmentent de plus de 10% par an. Ces événements, ces chiffres font bien sûr froid dans le dos. Il convient de se demander comment les Belges, et en particulier les jeunes, entrent en contact avec des préceptes racistes forgés pendant la colonisation. En effet, au-delà des généalogies coloniales et de la transmission directe, il faut aussi tenir en compte des mal-dits et des non-dits de nos livres d'histoire. Ces événements soulignent l'urgence d'investir dans l'enseignement et la culture afin de faire connaître l'histoire de l'Afrique, qui fait aussi partie de notre histoire. La décolonisation de l'espace public et des programmes scolaires constituent des étapes primordiales dans le cadre de la lutte contre le racisme. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action.
Faire évoluer les mentalités et mener un vrai travail de fond sur ce sujet, c'est l'objectif de la résolution que nous soutenons aujourd'hui. Ce travail ne pourra être fait sans un diagnostic préalable. C'est pourquoi notre résolution demande comme premier point d'établir un inventaire du nom des places publiques et des rues sur l'héritage colonial belge. Un groupe de travail va être créé à cet effet. La proposition de résolution demande également au gouvernement de mettre en place un groupe de travail pilote composé entre autres d'experts-expertes et de personnes de la société civile. Les milliers de personnes rassemblées à Bruxelles, Anvers ou Liège au cri de Black Lives Matter réclament également que notre espace public, à travers ses rues et ses places, raconte enfin la société que nous voulons, une société égalitaire et solidaire où chacune et chacun l'enrichit de sa différence. De nombreuses historiennes et historiens se sont associés pour écrire une carte blanche parue dans le journal Le Soir, dans lequel ils affirment l'existence d'un consensus historique sur les aspects les plus importants du passé colonial belge. Il est donc temps d'arrêter de refuser d'admettre le lien qui existe entre le racisme actuel et le passé colonial de notre pays. Cela passe en partie, effectivement, par la décolonisation de l'espace public et des mentalités, afin de rompre avec ce passé colonial. On ne tourne en effet jamais une page de l'histoire sans l'avoir lue jusqu'à la dernière ligne. On ne bâtit pas plus l'avenir commun sur la base d'une occultation de notre passé. Aujourd'hui, par cette résolution, nous souhaitons initier la remise en question de l'immobilité dans laquelle notre société belge a été trop longtemps fermée et de mettre fin à la glorification de l'histoire de la colonisation dans les esprits des héritiers d'une ancienne puissance coloniale que nous sommes. Si nous voulons être la génération du changement, nous devons incarner aujourd'hui ce changement. C'est pourquoi je suis heureuse et même émue de signer pour le Parti socialiste ce texte, travaillé depuis de nombreuses semaines et proposé par mon collègue Calvin Soares, pour lequel l'ensemble d'ailleurs des partis de la majorité ont donné du temps et se sont impliqués pour une question qui me semble aujourd'hui essentielle. Merci. Mais on ne le voit pas, mais il notait moins 0,16 et chez moi vous êtes à 4,24. Voilà. Non, mais c'était pour vous dire, comme ça vous voyez qu'on a een double chrono. Mevrouw Oesen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben heel blij dat deze tekst vandaag ter bespreking komt na een uitgebreid werk tussen alle meerderheidspartijen en bedank hen daar dan ook voor. Ook wil ik onze regering bedanken die al heeft aangegeven dat ze klaarstaan om van start te gaan op het terrein en ik twijfel er niet aan dat ze goed gevolg zal geven aan de vragen in de tekst. Eigenlijk had deze tekst al lang aangenomen moeten zijn. En daarmee bedoel ik niet vorige week of 2 weken terug, maar enkele decennia terug. Dat dat niet is gebeurd, is eens te meer bewijs dat wij allen nog steeds worstelen met ons koloniale verleden. Nog al te vaak wordt onze geschiedenis vanuit de bril van de beschavingsbrengende kolonialen bekeken. De voorbije weken las ik talloze teksten op sociale media, maar ook uitspraken van politici dat we eigenlijk wel trots mogen zijn op wat we als Belgen en Congo hebben gedaan. We hebben toch beschaving gebracht, we hebben een einde gebracht aan de Arabische slavenhandel, we hebben hen leren lezen en schrijven, wegen en klinieken gebouwd. Waarom zouden we onszelf nu complexen aanpraten? Mogen we niet meer trots zijn op ons België, op onze geschiedenis en onze koningen? Deze uitspraken zijn uiterst problematisch, want baseren zich op een reeks mythes die ondertussen uitgebreid weerlegd zijn door wetenschappelijk onderzoek over de Belgische aanwezigheid in Congo. Deze mythes werden op verfijnde manier decennia lang aan Belgen voorgeschoteld via onderwijs en media om zo de aanwezigheid van ons land in Centraal-Afrika te verantwoorden. Ook de wandaden van Leopold II werden daarom onder het tapijt geveegd. Fake news dus. In dat kader is men in de eerste helft van de 20e eeuw overgegaan tot het aanbrengen van verheerlijkende borstbeelden, beeldengroepen en ruiterstandbeelden van kolonisatoren in de openbare ruimte. Belangrijk is te beseffen dat die beelden niet neutraal zijn. Dat waren ze toen niet en dat zijn ze nog steeds niet. Het ruiterstandbeeld van Leopold II op het Troonplein kwam er pas in de jaren 20 van de 20e eeuw. Dat in Oostende pas in 1931. Toen wist de overheid dat er afschuwelijke zaken hadden plaatsgevonden in Congo. Dat er onmenselijke dwangarbeid plaatsvond. Dat de bevolking volledig werd uitgeperst en massaal het leven liet.
Het was immers net omwille van deze wandaden dat Congo-Vrijstaat onder internationale druk werd overgedragen aan de Belgische staat. Maar toch koos de Belgische overheid voor de plaatsing van verheerlijkende imperialistische ruiterstandbeelden van diezelfde Leopold II. Onvoorstelbaar. Alles ging goed in de modelkolonie, weerklonk door de Belgische radio's. Ik herhaal, dit zouden we vandaag categoriseren als desinformatie, fake news. Met onze resolutie van de meerderheid vragen wij dat niet alleen deze beelden, maar ook andere verwijzingen naar de kolonisatie in onze openbare ruimte worden geïnventariseerd en dat er door een stuurgroep stuk per stuk wordt gekeken hoe we met dit relict van het verleden willen omgaan. Die stuurgroep moet bestaan uit mensen uit de brede associatieve wereld en ook zeker belangenverenigingen van mensen van Centraal-Afrikaanse afkomst, het brede middenveld en academici. Het is voor ons enorm belangrijk dat dit bottom-up gebeurt. Heel wat van de verwijzingen in de openbare ruimte naar het Belgische koloniale verleden zijn immers niet alleen fake news, maar kunnen ook als erg aanstootgevend worden ervaren door mensen van Congolese, Rwandese of Burundese afkomst die zich niet herkennen in deze verbloemende, imperialistische en onterecht legitimiserende relicten. Enkel door met alle perspectieven rekening te houden kan echt gewerkt worden aan een inclusieve openbare ruimte. De conclusies van de op te richten stuurgroep zullen dan in de praktijk moeten omgezet worden, natuurlijk in overleg met de bevoegde instanties of niveaus. Ook vraagt deze resolutie om nieuwe wegen en infrastructuur namen te geven van mensen uit de brede antikoloniale strijd. Aan de gemeenschappen vragen we dat er in het onderwijs aandacht wordt besteed aan de koloniale geschiedenis en de dekolonisatie. Het moeilijke omgaan van België met de onafhankelijkheid van Congo in 1960 heeft ertoe geleid dat waar eerst er generaties overspoeld werden met fake news, daarna generaties zo goed als niets te horen kregen over deze donkere bladzijde van onze geschiedenis. Ik behoor zelf tot die laatste generatie en tot op heden is dit het geval. Dit moet veranderen. Dat het brede maatschappelijke debat de voorbije weken is losgebarsten, is goed. Nu moeten we ervoor zorgen dat dit niet weer van de radar verdwijnt. Er is nog een lange en belangrijke weg te gaan totdat België en Congo in het reine komen met een gedeelde verleden. De voorzichtige spijtbetuigingen van onze koning vorige 30 juni zijn een eerste stap. Ook het werk van de net opgerichte Kamercommissie, of die in de net opgerichte Kamercommissie zal gebeuren, is onontbeerlijk. Dat wij ook op Brussels niveau stappen ondernemen, is meer dan tijd. Ik roep dan ook op aan mijn medecommissarissen om deze tekst te steunen. Donc, il y a de nouveau un problème à la... Donc vous êtes à 4,49, comme ça, Monsieur Oblensky est sûr, donc comme ça. Alors, Monsieur Bertin Mampaka. Monsieur le Président, merci. Avec la permission de mon chef de groupe, Madame Fremont, qui est dans mon dos, qui me surveille, pour que je ne dérape pas. Je voudrais dire un petit encouragement à notre ami Kelvin Suarez d'avoir eu des mots aimables et doux pour les, comment on appelle, les combattants de l'ombre qui n'ont ni reconnaissance ni au Congo, ni en Afrique, ni en Belgique, pour le combat engagé depuis longtemps. Moi, j'étais profondément ému par rapport à ton attention. Alors, avec une petite remarque, Monsieur le Président, nous avons eu très peur en début de cette séance que ce qui s'est passé en commission logement se reproduise ici aujourd'hui, c'est-à-dire que la motion signée par mes amis et moi-même soit tout simplement baquée. Vous avez eu raison parce que franchement, je vous avais déjà préparé un scud, n'est-ce pas? Je ne vais pas la rejeter. Merci, M. Haïdar. Je vois que tu as beaucoup contribué en demandant, comment dirais-je, une suspension de la séance. Monsieur le Président, il y a un précédent dans cette Assemblée. Où Julie Degroot, au président de la COCOF, avait initié ici les jeudis de l'hémicycle qui ont permis à tous les partis politiques d'être présents. Je cite Catherine Moreau, qui ne me répond pas au téléphone depuis 5 jours, j'espère qu'elle va me répondre, n'est-ce pas? Pour lui demander la permission de rappeler... Voilà, pour lui demander que c'est ici, dans cet hémicycle, que je l'ai mis au défi, ainsi que Fabien Mainguin, de faire une résolution tout de suite lorsque les métis ont été voir Julie Degroot et que M. François Dadeski, qui est bien connu au MR aujourd'hui, a mené tout ce cheminement dans toutes les assemblées, dont la Fédération de Wallonie-Bruxelles, dont vous étiez ministre à l'époque, avec des excuses, M. Suarez, n'est-ce pas, du ministre Charles Michel. Il y avait une espèce de consensus. C'est un sujet tellement important sur lequel nous ne devons pas nous diviser. On a juste un petit regret et je suis content que le moins suspect d'entre nous, c'est-à-dire M. Oblensky,
qui a signé là, avec vous puisse le faire remarquer également que nous n'ayons pas pu avoir l'occasion, comme le disait d'ailleurs Gaëtan Vanokosunov, c'est-à-dire qu'on aurait pu compléter toute une série d'aspects de la motion qui manquent. Nous vous demandez une chose, nous en demandons une autre. Gladys Kazadi l'a dit aussi, quand on regarde tout ça ensemble, on aurait pu faire quelque chose de plus consensuel pour que le vote dans cette Assemblée soit vraiment unanime. Mais moi, je resterai bien sûr derrière la consigne des votes que dira mon chef de groupe. Bien sûr, nous déplorons cela. Charles Piquet me disait, je regarde le chrono, un jour, mais il y a très longtemps, je ne sais pas s'il s'en souvient, j'ai une mémoire incroyable, mais disait un jour, quand il était ministre-président au début, Mampaka, quand je vois vous les Blacks, les Congolais, vous avez le sentiment que quand nous vous parlons, nous vous devons quelque chose. Et si la moitié des hommes politiques belges sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu ni parents, ni oncles, ni tantes au Congo, vous êtes mal barrés. Il m'avait dit ça, boulevard Berlaymont, juste à côté de l'ambassade américaine. J'étais encore professeur à Mons et je venais régulièrement à Bruxelles où j'ai passé la moitié de ma vie tout en donnant cours à Mons. Donc cette phrase montre bien qu'il y a des attentes particulières chez des gens d'ascendance subsaharienne, congolaise particulièrement, dans cette démarche que nous sommes occupés à faire. Je voudrais terminer, parce que je ne vais pas abuser de cette tribune, Monsieur le Président, en disant, mais alors là, je fais vraiment un appel à tout le monde. Vous êtes président d'une assemblée qui est en train de se repenser. J'avais mis au défi Charles Piquet de pouvoir dépoussiérer un peu nos règlements, même s'ils ne sont pas si vieux. Le Parlement bruxellois, lorsqu'on regarde dans le couloir, c'est très peu de minorités. Et quand vous et moi, nous allons en Fédération Wallonie-Bruxelles, Gaëtan, n'est-ce pas, nous rencontrons énormément de minorités, toutes minorités confondues. Fouad Haïdar, vice-président à l'époque, a fait une action très importante en tapant sous la table pour que rien que notre Parlement soit représentatif des personnes issues de la diversité. Après toutes ces résolutions, n'est-ce pas, pour ceux qui ne m'auraient pas bien compris, je déplore tout simplement le fait que nous n'ayons pas discuté. Peut-être que ma chef de groupe et d'autres ont-ils la magie pour pouvoir, comment dirais-je, organiser ces histoires de telle manière à ce que nous nous mettions tous d'accord sur un texte qui va avoir l'assentiment de l'ensemble de ce Parlement. John Pisset, je te fais confiance, je sais que tes relations avec Céline Frémaux sont parfaites. Hein. Je vais d'ailleurs sortir d'ici dans quelques minutes. Nous allons arriver probablement à quelque chose de vraiment consensuel. Mais je voudrais dire au président de l'Assemblée, ici, Monsieur le Président, l'Assemblée doit donner un exemple. Gaëtan, c'est dans toutes les assemblées que ces discussions doivent avoir lieu parce que tu as un exemple avec la résolution de Métis qui est allée partout, qui a eu un consensus. Et après ça, Monsieur le Président, nous allons devoir continuer à nous battre contre les discriminations. Notre police, nos institutions, les municipalités et diverses institutions, je termine en disant que l'État est le premier employeur dans ce pays. Chers amis, si vous ne savez pas, nous sommes 4 millions d'habitants qu'on appelle population active, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de travailler. Et le premier employeur s'appelle le pouvoir public. Et savez-vous que les minorités subsahariennes sont les moins représentées dans le pouvoir public, dans les administrations publiques. Parce qu'un entrepreneur privé, Microsoft ou Google, il engage le meilleur, quelle que soit sa couleur. Et puis Monsieur Compagnie. Dank u, meneer de voorzitter. Namens mijn collega Hilde Sabbe wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking. Voor Hilde Sabbe is deze tekst niet te vroeg gekomen en voor wie haar kent weet dat ze al jaren werkt rond het thema. En ze is, meneer de voorzitter, vandaag hier niet omdat voor medische reden moet ik haar vervangen, want anders had ze het graag gedaan. Dan ga ik wel haar tekst even lezen. Brussel moet een voortrekker zijn in kwestie rond diversiteit en inclusie. Meer dan 182 nationaliteiten leven op het Brusselse grondgebied. Deze cosmopolite realiteit komt niet overeen met de vele koloniale symbolen die vandaag nog in onze publieke ruimte te zien zijn. Veel straatnamen en elementen in onze publieke dragen de sporen van de Belgische koloniale periode. Het discours dat gedurende die periode werd gevoerd binnen de Belgische samenleving heeft het beeld van de zwarte Afrikaanse medemens en in het algemeen dan van de buitenlanders gevormd. Jongeren die hier opgroeien moeten zichzelf erkennen in de publieke ruimte om als volwaardige burger te willen deelnemen in de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat denkoefeningen rond dekolonisatie zowel in de publieke ruimte als in het onderwijs worden opgezet. Onderwijs als bevoegdheid is geen Brusselse competentie, meneer de voorzitter. Gezien de vele koloniale symbolen in onze geschiedenis is het nochtans belangrijk dat leerlingen kennis hebben over het koloniale verleden van België. Daarom kan Brussel inzetten op de structurele ondersteuning van middenveldorganisaties en structurele samenwerkingen, faciliteren met de Brusselse scholen. Veel van deze middenveldorganisaties leveren al jaren kwaliteitsvol werk op dit
onderwerp. Daarnaast moeten de Brusselse overheden al doen wat binnen hun macht ligt. In het VGC-regeerakkoord hebben we bijvoorbeeld laten opnemen dat we in het Brussel moeten inzetten op actuele lesmateriaal dat aansluit bij de leefwereld van de Brusselse jongeren en waarin dus ook aandacht is voor het koloniale verleden van deze stad en dit land. Om een indicatie te bekomen van wat Brusselaars denken over de koloniale symbolen in de publieke ruimte, deelt One Brussels SPA een enquête waar 2/3 van de meer dan duizenden respondenten uit Brussel liet weten een voorkeur te hebben voor het contextualiseren van de Leopold II-standbeeld aan het Troonplein. De Brusselaars moeten de kans krijgen hun mening te geven over wat er met hun omgeving zal gebeuren. Behouden, contextualiseren, vervangen, vergezellen of verwijderen. Het kabinet van Pascal Smet richt een werkgroep op die zowel wetenschappers als experts uit het middenveld moet samenbrengen voor een denkoefening rond dekolonisatie. Meneer de voorzitter, de dekolonisatie van de publieke ruimte is een eerste stap, maar deze denkoefening moet ook betrekking hebben op alle domeinen van de maatschappij. Discriminatie op de arbeidsmarkt, in huisvesting, in onze openbare diensten en instellingen, in het onderwijs, de zorg, de kunst en de culturele sector, in sport enzovoort, moeten aangepakt worden zodat iedereen zich vertegenwoordigd voelt en zich een volwaardige Brusselaar kan voelen. Daarom, meneer de voorzitter, wij zullen met veel enthousiasme, zeker mevrouw Hilde Sabbe, deze resolutie wel ondersteunen. En ik dank u. Merci beaucoup, monsieur Haïdar. Il y a monsieur Compagnie, il y a madame Lefranc et puis madame Ostrave. Comme ça, je fais le tour de tout le monde. Merci, monsieur le président. Ou l'inverse. Excusez-moi, monsieur Compagnie, c'était juste pour dire aux deux collègues qu'elles choisissent l'ordre dans lequel elles souhaitent passer. Vous avez la parole, monsieur Compagnie. Merci, monsieur le président. L'histoire très récente inscrit l'avalanche des faits de racisme, des colères contre le passé colonial et ses non-dits. Travaillons contre les sournoiseries du racisme pour en débarrasser le monde. Je commencerai quand même par donner un soutien, par dire mon soutien avec fierté du geste, par rapport au geste du roi Philippe envers le Congo. À l'occasion du 60e anniversaire de ce pays, il a adressé une lettre très raisonnée et appréciée à l'endroit du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, j'ose croire, c'est le nom correct. Et celui-ci lui a retourné une lettre où il traitait la Belgique comme son deuxième Congo. Ce sont des vérités. Et nous apprécions aussi le regard positif de nos jeunes frères et sœurs, toutes races confondues, dans cette assemblée, qui ont un regard très positif pour l'avenir de ces deux nations, le Congo et la Belgique. Je comprends qu'il faut élargir l'histoire. L'histoire n'est pas faite que du Congo et de la Belgique, mais les souffrances et les bonheurs de tous les peuples du monde trouvent chaque fois un déconfinement nécessaire au travers des livres d'histoire. Mais l'adage africain ne dit pas que si les lions n'ont pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse ne vanterait que les mérites des chasseurs. Les non-dits, je vous le dis, peuvent détruire la chaleur entre les relations humaines, et ceci est vrai même dans les cellules familiales. Je me résumerai en disant que aujourd'hui nous sommes face à une réalité. 1914-1918, la Belgique fait la guerre contre le Rwanda et le Burundi et arrive au Tanganyika, qui est aujourd'hui Tanzanie, pour une victoire énorme qui est encore affichée ici avec des monuments, la prise de Tabora.
Cette prise de Tabora empêche les Allemands d'avoir un accès, une sortie vers l'océan Indien, vers l'Est. C'est le Congo qui le réalise. La force publique congolaise, avec les officiers belges, qui tous étaient des Belges. Les Congolais étaient belges jusqu'en 1960. Pour ceux qui m'ont dit, je vous le dis comme ça parce que nous sommes entre nous, qu'il est venu avec des faux papiers de maladie, il est arrivé dans ce pays, et puis le pays lui a donné, mais Kennedy disait autre chose par rapport à un pays. C'est vous qui devez vous poser la question, qu'avez-vous fait pour votre pays? Pour notre pays, qu'avons-nous fait? Alors à cela, je réponds tout simplement, comme ça vous le savez, ne soyez pas tristes pour moi, je réponds tout simplement que les résistants, ceux qui ont fait que les guerres s'arrêtent ou gagnent les guerres, ne se sont jamais promenés avec des cartes d'identité vraies. Alors, je finis par vous dire tout simplement que, mes amis, prenons patience. Le Congo et la Belgique ont une histoire de 1885 à 1919, quand le Rwanda et le Burundi deviennent une province, protectorat belge. Et la Belgique n'avait pas que ça, la Belgique était en Asie aussi, avait un petit morceau, je crois, en Hong Kong. La Belgique n'avait pas que ça, la Belgique était à Tanger, parmi la communauté européenne. La Belgique n'avait pas que ça. Un jour, l'Italie lui a remis une petite île, qu'ils ont dit remettre courtoisement après un an. Donc, partons de ce pas, Monsieur le Président, que la commission qui sera constituée, je sais bien que notre ami Van Goissenhof a totalement raison, que tout se passe au-dessus, mais ici, nous pouvons aussi leur souffler quelque chose, leur dire que nous voulons que les historiens qui seront face à face, d'un côté les Belges, de l'autre les Congolais, moi je dis, les Congolais doivent être de ces gens qui n'ont été que professeurs et jamais politiques. Jamais un mandat politique. Voilà. Donc, je conclus ainsi que ceux qui soutiennent des pays africains, le Rwanda, Burundi, tous les pays d'Afrique, par rapport à la colonisation, sinon nous allons amener ici l'Allemagne, qui était tuteur qui colonisait le Rwanda et le Burundi, et on n'en finira pas. Ici, traitons un cas simple, que les Belges, les anciens Belges qui sont congolais, et vous autres, tous les jeunes Belges ici, qu'on remette de la chaleur dans cette relation, elle ira sur toute l'Afrique. Merci. Merci, Monsieur Compagnie. Alors, Madame Ostrat et puis Madame Lefranc. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs événements récents aux États-Unis et ailleurs ont sans doute permis d'accélérer certains processus de dialogue et de décision en Belgique. Ces événements ont aussi permis de visibiliser le travail de nombreuses personnes qui s'investissent sur le terrain depuis toujours dans les thèmes de la décolonisation et de l'antiracisme. C'est un travail que je connaissais en réalité très peu. Les deux textes proposés par la majorité d'un côté et par le CDH et le CDNV de l'autre m'ont permis d'apprendre des choses et je continue d'apprendre. C'est d'ailleurs pourquoi il me semble nécessaire d'appuyer ces deux textes. Il apparaît maintenant évident que beaucoup de stéréotypes identitaires qu'on entend en Belgique sont directement issus de notre histoire coloniale. C'est une histoire qu'on a mise sous le tapis pendant très longtemps, et quand on l'abordait, on le faisait évidemment surtout sous l'angle du colonisateur. J'écoutais récemment une interview de mon collègue Calvin Suarez, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas que je relaye ses propos. Il expliquait qu'encore récemment, on lui riait au nez quand il parlait de décolonisation de l'espace public à certains décideurs. On lui répondait qu'il ne fallait pas vivre dans le passé. Il demandait alors pourquoi on prend la peine de commémorer la Shoah, le génocide arménien ou les deux guerres mondiales. Je pense que le constat s'impose. La Belgique s'est mis des œillères par rapport à la colonisation du Congo. Dans une autre interview, ma collègue Gladys Kazadi expliquait l'importance de construire une mémoire collective en donnant mieux la parole aux personnes concernées, parce que notre histoire est commune. On ne peut que souscrire à cette analyse. Les regrets exprimés par le Palais Royal sont un événement important dans notre histoire, et il faut maintenant analyser toutes les raisons pour lesquelles la Belgique devrait présenter des excuses. Nous sommes donc peut-être à un tournant, et c'est assez paradoxal, parce qu'on dirait que nous assistons à une libéralisation de la parole dans les deux sens. D'un côté, tout le monde peut voir tous les propos ouvertement racistes qui se trouvent malheureusement partout sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, il me semble que les paroles des personnes victimes de ce racisme sont de plus en plus audibles dans l'espace public.
C'est dans l'espoir d'appuyer modestement les voix de ces personnes que je soutiens les 2 propositions par ma co-signature. Ma position d'indépendante dans ce Parlement me permet peut-être plus facilement de les soutenir toutes les 2, mais vraiment, il me semble qu'elles vont dans le même sens et qu'elles se complètent. L'une, parce qu'elle vise notamment à faire l'inventaire des vestiges coloniaux, à réfléchir à comment les aborder et à comment imaginer un avenir plus inclusif. L'autre, parce qu'elle vise notamment à amener un enseignement d'une mémoire collective partagée sur le colonialisme et lutter largement contre les discriminations sous toutes ses formes. J'espère donc sincèrement que la compatibilité et le bien fondé des 2 propositions pourront être reconnus. Je vous remercie. Merci, Madame Austrate. Madame Lefranc. J'ai presque envie de ne pas prendre la parole et de finir sur ces paroles sages. J'ai presque envie de dire chiche. Je vais quand même bien jouer, mais je vais quand même dire un petit mot, si c'est possible. Si vous le permettez, Monsieur le Président. Vous avez la parole, évidemment. Pardon. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Calvin Soares d'être à l'initiative. Et ça, je pense que c'est tout à votre honneur d'avoir finalement été fidèle lorsqu'on se croisait dans les différents mouvements antiracisme, de continuer de l'amener dans cet hémicycle-là. Et donc je comprends parfaitement que votre texte, votre position aujourd'hui puisse être soutenue. Maintenant, qu'est-ce qui nous est demandé finalement ici dans cet hémicycle? Nous sommes face à 2 textes. Nous sommes face à votre texte qui effectivement donne beaucoup plus une analyse sur la nécessité d'avoir un débat et d'avoir un travail de l'espace public, parce que l'espace public n'est pas neutre. Vous avez tout à fait raison. Il est chargé de symboles, chargé de messages, et surtout permet au jour le jour de pouvoir, s'il y a un travail qui est fait, de pouvoir déconstruire. Le devoir de mémoire, il en appelle à quoi? À un devoir, à une obligation morale, c'est ce qui est demandé. Dans tous les pays, on fait ce devoir de mémoire d'une manière ou d'une autre. C'est une injonction à se souvenir. Alors vous avez parlé de contextualisation, nous on parle d'excuses, on parle également de contextualisation, il y a un travail académique que l'on demande, vous le demandez effectivement aussi dans votre texte, il y a le rôle de l'enseignement, de la culture, je pense qu'on est d'accord sur pas mal de points. Je ne suis pas en train de jouer le quart d'heure bisounours, je suis juste en train de dire de quoi parlons-nous ici aujourd'hui dans cette commission, qu'est-ce qui nous est demandé? Il nous est demandé de faire un devoir de mémoire, un travail d'histoire. Nous demandons effectivement, nous avons tout un passage là-dessus, parce que nous ne voulons pas vivre dans une société amnésique. Nous voulons justement qu'un travail d'histoire puisse accompagner le travail de mémoire. C'est pour ça d'ailleurs que vous trouvez dans notre proposition que l'on demande la création à Bruxelles d'un observatoire de la mémoire collective. Il est indispensable que la capitale de l'Europe puisse avoir un lieu où des universitaires, que le monde associatif puisse aller puiser dans un espace où ils trouveront l'information, l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aussi qu'un travail soit fait avec les pays. Cette dimension internationale est importante. Alors, comment déconstruire l'imaginaire? Vous avez fait quelques propositions, Madame Casadi aussi. Votre texte donne un axe. Il se veut plus large, d'ailleurs je n'ai pas très bien compris parce qu'on vient avec une demande au gouvernement et puis finalement il y a une seule décision qui est soumise aujourd'hui. Est-ce que ça signifie que ça englobe tout? Ou est-ce que juste d'abord l'organisation d'un événement de commémoration est votre seule requête aujourd'hui? Ou est-ce que vous demandez un travail beaucoup plus global juste dans la rédaction? Donc j'aimerais rappeler qu'à l'extérieur il y a des associations qui attendent de notre part une mobilisation qui est fédératrice. Alors je ne veux pas rentrer dans les polémiques, est-ce qu'on aurait pu se parler avant, d'un côté, d'un autre, j'entends qu'un groupe de travail aurait pu être mis en place, il aurait pris 15 jours, mais nous aurait permis de nous exprimer. Ne voyant rien venir, nous nous sommes positionnés sur un texte, et ce n'est pas en opposition, il ne doit pas y avoir de surenchère ici, il ne doit pas y avoir de sentiment de qui fera mieux, ce n'est pas du tout ça. Ici, aujourd'hui, le débat est autour de 2 textes qui sont totalement complémentaires et qui l'un n'est pas supérieur à l'autre. C'est juste il y a un prisme beaucoup plus large d'un texte à un autre. Donc voilà, je plaide vraiment, et je conclurai avec cette position-là, je plaide vraiment
Alors je ne sais pas, je suis comme vous, jeune parlementaire, donc j'apprends aujourd'hui que, voilà, est-ce que notre texte peut être caduc ou pas, je ne sais pas comment va se dérouler la fin de cette commission. Mais j'en appelle à votre... Vous avez tous pris la parole, oui. J'en appelle aussi à votre sagesse et maturité par rapport à un thème qui nous importe tous. Positionnons-nous, donnons-nous un exemple ou pas ce soir d'unité par rapport à une thématique. Les prises de parole ont été tous, l'une comme l'autre, très enrichissantes, mais elles vont tous dans le même sens. Et les textes vont dans le même sens. C'est complètement ahurissant de sortir à la fin de cette commission et on n'arrive pas à trouver un consensus ou au moins s'entendre sur ces deux textes. Voilà un peu mon expression et désolé pour le chiche, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Non. C'était juste une boutade, évidemment, ce que vous avez dit est fondamental et très important. Voilà, je me tourne vers M. Van Guatseno. Est-ce que vous souhaitez encore rajouter quelque chose, qu'on ne puisse pas dire qu'on a... Mais pas 5 minutes. Enfin, Non, enfin, encore une fois, je pense qu'il eût été évidemment plus utile parce que, pour rebondir sur ce que ma collègue vient de dire, nous étions aussi à la veille du dépôt de notre propre texte sur lequel nous avions travaillé et qui revenait d'ailleurs sur des éléments qui sont abordés ou moins abordés par les différents textes, enfin par les textes qui sont aujourd'hui examinés. Et je trouve ça effectivement un petit peu dommage de procéder de la sorte, d'autant qu'il n'y a pas d'urgence absolue à devoir voter quelque chose immédiatement. Et on l'a rappelé, je ne suis même pas qu'à la rappeler, le travail qui avait été fait lors de propositions de résolution relatives aux métis et aussi à la question de la restitution des biens mal acquis, etc. Voilà, on avait réussi à trouver un chemin intéressant. Ici, une autre méthode a été utilisée. On se voit évidemment émerger de deux approches divergentes, alors avec des points de convergence, bon, voilà, je crois qu'il y avait sans doute une autre possibilité de travailler. Je pense que le sujet, par son ampleur et son impact, le méritait. Et donc, voilà, je ne peux qu'en appeler au fait de pouvoir développer une approche commune. Le risque, évidemment, et c'est d'autant plus fort que cette question va être abordée par toute une série de parlements, mais c'est qu'il y a un morcellement de l'histoire et de la façon avec laquelle elle pourrait être appréhendée. Et je pense qu'à cause de cela, nous pourrions alors manquer une partie de l'objectif. Et voilà, je vous le dis, de notre point de vue, l'absence d'une démarche pédagogique et mémorielle clairement énoncée à l'égard du patrimoine bruxellois et de ces différents éléments iconographiques en lien avec la période coloniale aurait mérité également d'être davantage approfondi, ce qui était d'ailleurs l'un des objets principaux de nos propres travaux. Et donc voilà, j'en appelle à ce que nous puissions envisager un travail ensemble qui nous permettrait, au niveau de Bruxelles, de sortir vers le haut, vers quelque chose dont nous pourrions porter collectivement le poids et les impacts. Merci, M. Van Guatseno. Il y a M. Pitzès qui souhaite intervenir, il y a M. Soares et il y a M. Obolensky, mais priorité à M. Je souhaiterais, suite aux interventions, notamment de Mme Lefranc, peut-être demander une rapide suspension de séance pour voir un peu... tout simplement pour qu'on ait l'occasion au sein de la majorité. Mais avant ça, quelques mots pour expliquer quand même la démarche dans laquelle on se situe. Et peut-être, alors on a déjà eu l'occasion d'en discuter, Calvin et moi, aussi quelques mots qui expliquent pourquoi la démarche que je prendrais aussi comme chef de groupe à cet égard. Alors, moi je ne fais, Calvin le sait, d'autres ici ne le savent pas, je ne fais pas tout à fait partie du même groupe des concernés. Je suis, quant à moi, petit-fils de colon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire du Congo, elle a fait partie aussi de mon histoire depuis que je suis tout petit. C'est une histoire familiale, une histoire un peu fantasmée, un peu occultée aussi. Et pour moi, ce moment, il est particulièrement important parce qu'on a justement l'occasion d'en discuter à la fois avec nos cœurs et nos têtes. C'est-à-dire que souvent, sur ce genre de sujets, soit on les met à distance et on veut à tout prix faire comme si ce n'était qu'un sujet rationnel, ou au contraire, on veut faire comme si ce n'était qu'un sujet sentimental et en fait, il faut faire les deux en même temps. Le problème qu'on a avec ce genre de discussion, je voudrais
vous répondre en tout respect, en grand respect, c'est qu'on est face à un tabou. Et un tabou, c'est quoi? C'est un geste qui institue une société et qu'on croit ne pas devoir aborder pour que cette société puisse continuer à fonctionner tranquillement. Monsieur, oui, je m'adresse à monsieur Van Guessenhoven. Des non-dits, exactement. Et une des manières de faire en sorte que le non-dit continue à être non-dit, c'est de faire semblant de discuter des choses sans vraiment les discuter. Et donc pour moi, c'est important que cette résolution, elle soit discutée, délibérée et votée aujourd'hui précisément parce que je crois que l'action et la réflexion se nourrissent l'une l'autre. On connaît tous dans nos existences civiques et nos existences politiques plein de sujets sur lesquels on a fait des commissions sur des commissions, des groupes de travail sur des groupes de travail et des reports sur des reports pour dire qu'on allait discuter des choses, pour finalement ne jamais mettre les points sur les i, ne jamais les regarder en face. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avancer aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on puisse avancer aujourd'hui pour que ces groupes de travail soient créés, pour que le travail qui doit être mis en place au niveau gouvernemental soit mis en place, et pour que nous soyons tous représentants parlementaires, fonctionnaires, membres de l'associatif, citoyens, membres du gouvernement, que nous soyons tous placés devant nos responsabilités, précisément parce que je pense que cette manière d'agir ensemble, elle va nous permettre de continuer à réfléchir ensemble et de continuer à lever ce tabou. Voilà. Ça me semble vraiment important. Sinon, on va continuer à faire... Je crains, je ne veux pas qu'on continue à faire de la fumée autour de ce thème parce qu'il me semble suffisamment important pour qu'on évite de jouer avec cela. Alors voilà, je vais demander une petite suspension de séance pour qu'on puisse... il y a plusieurs demandes de prise de parole après vous, M. Pitzès, il y a M. Soares, il y a M. Obolensky, il y a Mme Frémaux. Il y a eu un appel vibrant qui a été lancé par Mme Lefranc et il y a votre demande de suspension de séance. Ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on suspende la séance pendant 5 minutes. Je propose que la majorité se concerte entre elles et éventuellement puisse prendre un contact avec l'opposition. Et on se retrouve dans 5 minutes et les uns et les autres qui souhaitent intervenir réinterviendront à ce moment-là. D'accord? On suspend 5 minutes.
Bien, je vous propose de reprendre les travaux de notre commission. Alors, on a demandé une petite suspension de séance. Elle était un peu plus longue que prévu. Je m'en excuse. Monsieur Pitzeis ? Alors, j'ai une question préliminaire à vous poser. Est-ce que, qui sera suivie par une proposition, si la réponse est affirmative, est-ce qu'il vous semble possible d'organiser une séance de la Commission Finances Affaires Générales lundi prochain et, le cas échéant, d'y agender à nouveau le texte de résolution qui a été déposé ici? Alors, Monsieur Pitzeis, le 13, lundi prochain, le 13 juillet, il y a une commission qui est convoquée, la même que celle-ci. On a beaucoup de points à l'ordre du jour, notamment des travaux budgétaires, je pense, à la demande du ministre. Mais donc, il n'y a pas de problème technique à inscrire un point à l'ordre du jour le 13, et donc de pouvoir faire voter, j'allais dire, le texte qui sera le fruit d'un groupe de travail, ou comme je sais qui a été demandé. Mais donc, il n'y a pas de souci à convoquer le 13 et à faire voter en plénière le 17. La seule chose que je demanderais, c'est que si on l'inscrit à l'ordre du jour du 13, on ne refasse pas le débat. C'est une discussion qui doit être extrêmement courte parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à l'ordre du jour. Donc, techniquement, c'est tout à fait possible. Alors, c'est ce que je vous proposerai de faire, et je crois le proposer au nom des autres partis de la majorité aussi, et peut-être aussi au nom, enfin je ne veux pas usurper votre parole, aussi au nom du CDH qui est intervenu à plusieurs reprises afin d'essayer de nouer un dialogue constructif autour de ce texte. Et donc nous essaierons de voir s'il est possible de trouver un terrain commun. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais si nous demandons de suspendre la délibération aujourd'hui, c'est bien dans l'espoir que ça puisse être le cas. Voilà. Parfait. Ça doit pouvoir être. Voilà. Alors, pour être encore tout à fait complet, donc si jamais il y a un groupe de travail qui se fait entre aujourd'hui et le 13, et que l'idée c'est de venir le 13 avec un texte commun ou un texte qui soit élargi ou amendé, il faut à ce moment-là qu'un député doit porter un amendement. L'amendement doit ou devra exprimer ce qui s'est dit en groupe de travail, et alors à ce moment-là, c'est un amendement général qui remplace l'ensemble du texte, qui devient le nouveau texte, mais qui reste la proposition du premier auteur, ainsi que tous les co-auteurs actuels et ceux qui viendraient éventuellement co-signer avec les auteurs. Donc il y aurait un amendement général qui amende l'ensemble et qui est le texte qui sera présenté en commission. C'est bien ça, M. Ponget. Voilà, et l'amendement peut être co-signé par au moins 10 députés. Qui peuvent être les mêmes que ceux des résolutions, oui. Ok. Voilà, donc je pense avoir été complet. Monsieur Suarez. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'ensemble des groupes et le groupe CDH. Et j'aimerais remercier Madame Lefranc, que j'ai connue au conseil d'administration du MARAX, avec qui on a mené des combats. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la transformation des mentalités, le fait que nous puissions avancer au sein de notre société. Et donc, la démocratie exige qu'on puisse prendre le temps. Et donc, si on peut arriver à un consensus, je pense que ça peut être de bon aloi. Et je lance un message au mouvement réformateur également, puisque je rappelle quand même que entre le moment où j'écris la première mouture du texte, le moment où il est déposé, je rencontre des gens de différents partis, je discute, je fais des concessions au nom du groupe, donc je fais des rapports à la majorité et j'essaye d'être le plus constructif possible. Donc il y a eu des discussions avec des responsables de groupe, avec des responsables de partis pour arriver à un consensus. J'en appelle encore une fois à ce qu'on soit constructif. J'ai eu à débattre avec M. Van Guatonov sur le plateau de la RTBF. On a discuté après et il y a des convergences qui sont possibles. J'ai discuté avec M. Lester et avec beaucoup d'autres. Donc je pense qu'il y a un chemin qu'on peut trouver. Maintenant, je terminerai en disant la seule chose sur laquelle je serai personnellement attentif et que le groupe écologiste tiendra à l'œil, c'est la force du texte. Pour moi, personnellement, je donne un seul exemple, faire de la contextualisation avec des petites plaquettes qu'on ne lit pas. Pour moi,
ce n'est pas un message positif vis-à-vis de la population. Et donc, nous devons faire descendre de son piédestal la propagande coloniale pour transformer les mentalités. Ce sera notre boussole pour lutter contre le racisme. Donc voilà, je m'arrête ici en espérant que nous puissions arriver à un groupe de travail où chacun et chacune est constructif et constructive, et que nous puissions lancer un message d'unité sur cette question à la population par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Soares. Monsieur Van Guatsonov. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ben, écoutez, je prends acte de l'invitation. J'avais cru comprendre au travers du propos du chef de groupe écolo que nous n'étions pas conviés. C'était évidemment, voilà, chacun a la liberté de convier ou de ne pas convier quelqu'un autour, l'un ou l'autre groupe politique autour de la table. Il me semble néanmoins que nous avons, nous aussi, travaillé sur cette question depuis un certain temps. Je ne sais pas quels ont été les contacts qui ont été pris entre M. Soares, etc., par rapport à son texte. Moi, je l'ai découvert plus que tardivement. Pour le reste, voilà, je pense que la position du MR ne se résume pas à coller des petites plaques. Je pense m'en être expliqué bien au-delà. Voilà, je pense effectivement qu'il y a dans les deux propositions de résolution des choses nombreuses sur lesquelles nous pouvons effectivement avoir une réflexion commune. Et donc, je ne vous cache pas d'ailleurs que nous étions sur le point de déposer notre propre texte. Mais encore une fois, je plaide, dans la mesure du possible, pour qu'il y ait effectivement le fait d'avoir une démarche commune, du moins d'essayer de le faire. Cela, je pense, au regard de l'ampleur du sujet, le mérite amplement. Merci, Monsieur Van Guatsonov. Madame Frémont. Merci, Monsieur le Président. Mais je voudrais remercier l'ensemble des groupes politiques ici présents, parce que d'emblée, rien n'était acquis sur cette possibilité de pouvoir se poser le temps de quelques jours et de voir ce qui était plus rassembleur en réalité. Je pense que les textes ont des convergences. Je crois aussi que la question mérite qu'on la traite réellement ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes et parce que je pense vraiment qu'on vit un momentum très particulier dans le pays, parce qu'il y aura une commission fédérale dont, à mon avis, il découlera beaucoup de conséquences que j'espère positives pour la suite. Et donc, je ne peux qu'encourager les uns et les autres qui vont se retrouver autour de la table, j'espère dès demain, de pouvoir aboutir à un texte commun. Bertha Mampaka l'a rappelé, la question des métis a été traitée ici de façon collective. Et je pense que si on a pu aboutir à des excuses, à une formalisation des choses qui est importante aussi, c'est parce que nous étions ensemble sur ce sujet-là. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, je pense que si nous devons être ensemble, c'est parce qu'on doit pouvoir regarder aussi au-delà de cet hémicycle. Nous sommes le Parlement régional bruxellois, et le message que nous allons envoyer ensemble, et que j'espère que nous allons envoyer ensemble, aura des répercussions sur les 19 communes, et sur le travail très concret dans ces 19 communes. Et c'est en cela que pour moi, il est important que les formations politiques puissent être invitées, et qu'on y arrive aussi, parce que ça aura des répercussions concrètes demain, dans nos rues, dans la manière de travailler, en cohésion sociale, sur le travail à mener dans la lutte contre les discriminations. Donc j'espère très sincèrement que nous aboutirons et je pense qu'une certaine sagesse va nous y obliger et que nous nous retrouverons ici déjà le 13 et puis le 17 pour un épilogue heureux et à la hauteur des enjeux de cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Frémaux. Madame El Yousfi. Voilà, je ne serai pas très longue, Monsieur le Président, et donc évidemment, je me joins à tous les collègues, évidemment, pour remercier tous les collègues ici présents, et justement par rapport à le fait de pouvoir aboutir à ce travail qui puisse rassembler tout le monde, tous les partis. Et je pense qu'il y a eu différentes thématiques, et celle-ci est une des plus importantes qui a pu par le passé rassembler tout le monde, et donc je pense ici c'est l'occasion. Je voulais évidemment aussi remercier des tas de collègues. Il y a des collègues qui sont partis, et que ce soit dans vos partis ou dans d'autres partis, d'autres sont encore ici, comme M. Compagnie et d'autres, parce que ces thématiques-là ont été travaillées depuis des années, et donc on est très heureux qu'on aboutisse. Et donc je voulais évidemment remercier M. le Président de pouvoir permettre c'est vrai qu'une thématique telle que celle-là, qui est quand même pas
n'importe laquelle, et surtout dans l'actualité qu'on vit, mérite ce timing, et donc de permettre qu'elle puisse se tenir et se faire voter la semaine prochaine et donner le temps justement à ce consensus qui rassemble, j'espère, tout le monde, donc lundi prochain. Donc un grand merci pour ça. Et évidemment, je voulais rappeler quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, et vu évidemment l'ordre du jour qui va être chargé, de rappeler à tous nos collègues ici qu'évidemment, je pense que les débats étaient épuisés ici, et donc de rappeler évidemment que la fois prochaine, avec le souhait qui est le premier, que tout le monde se retrouve autour d'un même texte, mais que si ça ne devait pas arriver, ce que je ne souhaite pas au nom de mon groupe, c'est qu'évidemment ce débat, on ne va pas le répéter une seconde fois, justement la semaine prochaine, je pense. Voilà. Merci Madame la Présidente. Madame, c'est le réflexe de la communauté française. Merci Madame Yousfi. Y a-t-il d'autres demandes? Oui, Monsieur Bolinski. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas être long. Je salue, effectivement, je pense que c'est un bon choix de la majorité, de mon collègue Suarez, d'essayer d'impliquer un max de monde. Maintenant, voilà, on sera attentif à ce que ce ne soit pas justement une sorte de consensus mou, parce qu'on trouvait que le texte de la majorité allait dans le bon sens en termes d'espace public. Donc voilà, simplement, je suis d'accord de ne pas répéter les débats, etc. Mais voter pour un truc qui n'a aucun sens, on ne le fera pas non plus. Donc voilà, on espère qu'on va garder le côté offensif qu'il y avait dans la résolution. Merci. Madame Lefranc. Juste un petit mot. Tout d'abord, je vous remercie. Je vous remercie que finalement les choses sont en train réellement d'être prises de manière constructive. Et je ne suis pas étonnée, honnêtement. Je connais pas mal de personnes dans cet hémicycle et je pense que si nous sommes animés, peu importe où nous nous trouvons, dans la majorité, dans l'opposition, dans les mêmes combats, on trouvera l'occasion de travailler ensemble. Et donc je tenais personnellement à vous remercier. La chef de groupe l'a déjà fait pour notre groupe, mais moi je le ferai personnellement, d'avoir été attentif à cette demande-là et de la manière avec laquelle les choses, ça donne une belle image finalement d'une politique qui n'est pas politicienne, mais beaucoup plus humaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parfait. En tout cas, moi je voulais pour... Oh pardon, Madame Bomélé, je n'avais pas vu, excusez-moi. Je voulais juste dire qu'au nom du groupe Défi, nous sommes très satisfaits, nous sommes heureux de voir que nous avons pu être fair-play pour un travail constructif. Et j'espère que le 17 juillet, nous pourrons enfin célébrer et pouvoir signer ce texte que nous avons travaillé pendant très très longtemps. Eh bien voilà, j'espère que le 17, il n'y aura pas de problème. Et voilà, merci beaucoup. Merci Madame Bomélé. Alors, chers collègues, vous dire et d'abord remercier sincèrement l'ensemble des membres de cette commission et remercier aussi les auteurs pour cette démarche d'ouverture et cette démarche positive qui, au fond, est la traduction de la manière dont moi j'envisage cette fonction. J'en parlais avec Monsieur Haïdar tout à l'heure. C'est celle d'un Parlement qui est capable d'avancer au-delà des différences politiques, au-delà du fait qu'on est majorité-opposition, et comme on l'a déjà fait sur une série de sujets, je pense notamment encore récemment à la pétition citoyenne, qu'on puisse avancer sur des dossiers ensemble, au-delà de nos différences. Et donc, merci aux uns et aux autres pour cette démarche positive. Je terminerai en... Merci à vous. Je terminerai en vous disant, et ça rejoint ce qu'a dit Madame El Yousfi, je vais clore la discussion générale, et donc le débat n'est pas terminé, donc le 13, ben voilà, on a une commission, on verra le texte qui arrive, et donc là nous avons encore l'occasion de pouvoir discuter directement du fond, article par article. Voilà, chers collègues, je clôt la séance de notre commission, je vous souhaite une excellente soirée, et à lundi de toute façon.